Bien, bonjour, à toutes et tous. On est, avec l'équipe d'Ecom France, au nom de laquelle je m'exprime, très heureux de vous retrouver, aujourd'hui à l'heure du déjeuner pour un événement qui est le premier événement d'une série de rendez-vous qu'on s'était engagé à tenir, avec vous, qui sont des réunions, des rendez-vous de discussion, d'échanges intermédiaires autour du projet, Prenons le contrôle du climat, afin de vous tenir au courant des avancées, des questionnements, de là où on en est, tout simplement, avec des retours d'expérience de musées qui font partie de ce projet. Et je les remercie déjà de tout cœur. Je remercie le musée du Château des Ducs de Bretagne d'être là parmi nous et le musée Tommy Ungerer, Centre international de l'illustration à Strasbourg, de faire ce premier état des lieux et d'être les premiers à se prêter à l'exercice de la restitution intermédiaire, de manière à voilà, pouvoir retracer avec vous, déjà les succès, les belles promesses ou les difficultés que ces projets occasionnent. Je voulais, avant de céder la parole à Camilla qui reviendra, un peu plus généralement sur le projet, vous redire dans quel, contexte on s'inscrit. Puisque vous le savez, on a choisi pour cette mandature d'Ecom France de placer la question de la durabilité, de la soutenabilité au cœur de nos préoccupations et cela à l'issue, d'une soirée de déontologie qu'on avait organisée en décembre 2022, qui est passée à l'écran, pendant ce générique, vers de nouvelles normes de conservation, réévaluées face à la crise, environnementale et énergétique. Et c'est une soirée qui avait, je pense, été pour nous le record d'audience. On était à plus de 600 participants pendant cette soirée et qui a bien montré l'intérêt qu'on avait tous collectivement pour ces questions professionnelles liées à cette question, de la norme des normes de conservation qui ont été établies, il y a plus de 30 ans dans un contexte qui était bien différent de celui qu'il est aujourd'hui et qu'on est nombreux à réinterroger pour voir comment les faire évoluer, tout bien sûr, tout en préservant, la nature, la variété, la richesse de nos collections. Donc il s'agissait évidemment pas de tout brûler et de repartir à zéro, mais de voir comment, sur la base, et sur l'expérience de ces 30 années, arriver à voir comment on pouvait, faire changer les choses, de manière à être à la fois responsable face à la situation qui est la nôtre et proactif, dans nos différents métiers. À la suite donc de cette, soirée, déontologie, on avait, avec Anne-Claude Maurice, ici présente, rencontré Caitlin Southwick, qui était porteuse du projet Getting Climate Control Under Control et qui nous l'avait présenté alors, on était au printemps 2023 de mémoire et on s'était dit que c'était un programme de formation et de conduite du changement qui nous paraissait extrêmement pertinent et qu'on avait très envie de pouvoir porter, au nom d'Ecom France et au nom de vous tous, auprès des professionnels français. Et puis, est arrivé l'appel à projet, Alternative verte 2, et on s'est dit que c'était peut-être une belle opportunité de pouvoir mener à bien, ces choses-là. Donc on a, commencé à interroger certains musées, les 10 musées partenaires, de ce projet pour voir s'ils seraient partants pour travailler, collectivement, conjointement sur ces choses-là, sur ces sujets qui sont des sujets, d'ampleur, qui sont un projet, de longue haleine, hein, sur plus de 18 mois et donc avec ce panel de musées volontaires, on a déposé un projet qui a été retenu, donc ce projet, Prenons le contrôle du climat. Il a obtenu le soutien de l'État dans le cadre de ce dispositif, donc qui est porté par France 2030 et opéré par la Banque des territoires. Aujourd'hui, donc, on est à quelques mois du lancement et les choses avancent vite et bien. C'est des projets qui sont engageants. Je pense que les équipes vous le retranscriront. Et parallèlement à ça, je voulais dire aussi un tout petit mot d'un autre projet dont on a déjà parlé, qui est le projet référentiel carbone, porté en partenariat avec le ministère de la Culture, sur lequel on a pris un tout petit peu de retard à l'allumage pour des questions de montage, financier mais qu'on est en train de résoudre. Je ne fais pas encore de grandes annonces aujourd'hui, mais je pense que dans les prochains jours, on reviendra vers les musées qui sont partenaires pour pouvoir réenclencher le processus et on en est très heureux. Ce travail, qu'Ecom France mène dans le cadre, donc de cet axe prioritaire sur les questions de durabilité, je voulais aussi souligner qu'il est tout à fait rattaché à la politique globale d'ICOM International, puisque dans son plan stratégique pour les années 2022-2028, ICOM pose effectivement cette question de la durabilité au centre de ces enjeux. Vous le savez, il y a un comité international qui a été créé, le comité Sustain, l'année passée, autour de ces questions,
comité qui prend la suite, d'un groupe de travail qui avait été installé, quelques années auparavant. Donc c'est vraiment une dynamique qui aussi sur le plan international est très vive et qu'on avait envie d'animer, au niveau français à travers, l'action Dicom France. Je vais pas être plus longue, pour ma part. Je vais céder tout de suite la parole à Camilla pour qu'elle resitue un petit peu le projet avant qu'on puisse donner la parole aux musées, aux 2 musées que j'ai déjà cités et qui vont intervenir. Et je voulais, aussi en introduction remercier l'ensemble de l'équipe qui accompagne ce projet, que ce soit nos coachs qui sont là aujourd'hui et peut-être qu'ils interviendront aussi en fin de session, les experts qui nous accompagnent puisque comme je vous le disais, au-delà des musées, il y a derrière vraiment tout une dynamique de réflexion collective qui est très importante et donc voilà, je ne voulais pas terminer cette introduction sans avoir une pensée pour toutes ces personnes qui œuvrent et Camilla, je te cède la parole. Merci beaucoup, Émilie. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. OK. Alors, donc bonjour à toutes et à tous. Je vais donc vous présenter un peu plus en détail le fonctionnement du projet Prenons le contrôle du climat que j'ai le plaisir de coordonner aussi, d'étudier dans le cadre de mes recherches. Avant de vous parler plus précisément du projet, je souhaite vous donner quelques éléments de contexte pour comprendre l'esprit et la réflexion à partir de laquelle le projet a vu le jour. Donc j'ai essayé de simplifier un peu ici les recommandations en matière de contrôle climatique. Bien évidemment, c'est une simplification, il y a beaucoup plus de nuances, mais ça peut aider à avoir un rapide aperçu. Donc les premiers groupes, je l'ai appelé les consignes strictes, qui se sont imposées surtout à partir des années 70 avec la référence de Gary Thompson de Museum Environment. Et il est important de souligner que ces consignes étaient au début des recommandations pour des contextes spécifiques, mais elles se sont un peu répandues en tant que pratiques professionnelles consolidées et elles sont d'une certaine manière devenues un peu des standards de facto. À partir des années 2000, elles ont commencé à être mises en question, notamment par les organismes de référence en matière de conservation. J'ai cité ici le groupe BISO, mais aussi bon, le Comité international de conservation de l'ICOM et l'Institut international de conservation, mais aussi les différents instituts, par exemple aux États-Unis ou en Australie, qui ont proposé donc des plages un peu plus élargies et ça a été dû à plusieurs raisons. D'un côté, le côté de le sujet de la consommation énergétique et donc l'aspect financier, mais aussi environnemental, mais aussi des raisons liées plus proprement à la bonne conservation des collections et à avoir une approche un peu plus réaliste vis-à-vis des pratiques qui étaient effectivement en place dans les institutions. Aujourd'hui, on ne parle pas seulement d'élargir les plages climatiques, mais d'échanger un peu la manière de penser le contrôle climatique en conservation préventive. L'idée, c'est donc de plutôt remplacer des chiffres figés, qu'elles soient strictes ou relaxés, par des processus plus adaptés au contexte spécifique. Donc le passage entre ces différentes recommandations et aussi, différentes pratiques en matière de contrôle climatique, n'est pas qu'une question de chiffres, mais, il est un véritable processus de changement qui interroge quelque chose de plus large. J'ai cité ici, par exemple, le cadre éthique, donc le pourquoi, nous conservons, quels sont les objectifs de la conservation et comment ils changent ou pas, dans un contexte de crise socio-écologique. Ensuite, ça interroge les priorités et les valeurs professionnelles. Nous l'avons vu au cours de ce projet, cette réflexion contextuelle demande aussi du temps, de l'énergie, et ce n'est pas une tâche marginale, et donc il faut de l'espace et lui attribuer une certaine priorité parmi d'autres. Ensuite, ça interroge aussi la connaissance de son institution, la connaissance bien sûr des collections, mais aussi des systèmes techniques, du bâtiment, du climat local, du comportement climatique. Et ces connaissances sont souvent très
répandus et dispersés dans l'organisation, et d'où l'importance donc des relations interservices et de pouvoir mettre toutes ces informations dans un cadre, systémique. Ensuite, ça interroge bien évidemment les pratiques opérationnelles, au quotidien, mais aussi les relations avec d'autres institutions, notamment dans le cadre d'accords de prêt, où aujourd'hui se pose un problème, parfois de transparence, où il y a des exigences strictes qui sont demandées, qui ne sont pas forcément respectées par le prêteur. Et donc, passer à une approche plus ouverte au dialogue, et à la coopération entre institutions. Donc c'est exactement ce processus de changement que, le projet Prenons le contrôle du climat souhaite, accompagner. Comme il a été, dit par Émilie Girard, le projet décline en France un programme international, Getting Climate Control Under Control, conçu par Caitlin Southwick de Qui Future. Et ce programme s'est déjà conclu, au Danemark et il est en cours dans d'autres, institutions au niveau international. Le programme en France est donc piloté par Econ-France et il a été lancé en octobre 2024 et il a une durée de 24 mois. En lumière des dernières, recommandations internationales en matière de contrôle climatique, il est donc fondé sur la réalité spécifique, de chaque musée partenaire et à travers la formation et l'action, il vise à réviser les pratiques de contrôle climatique vis-à-vis des défis écologiques, tout en permettant la continuation des prêts, entre établissements. Par ailleurs, le projet a un objectif plus large que, les 10 musées partenaires, dans le sens qu'il ambitionne à avoir un impact élargi sur l'ensemble du secteur muséal, et nourrir donc la réflexion, collective sur l'avenir du contrôle climatique dans un contexte qui est marqué par, l'urgence écologique, les objectifs, nationaux de sobriété énergétique et les contraintes économiques des institutions culturelles. Et donc, voici les 10 musées partenaires, de l'initiative. La cohorte, est donc assez variée, en termes de typologie d'établissement, typologie des bâtiments, typologie de collection, aussi taille, des établissements avec des équipes de tailles aussi différentes. Et vous voyez ici, aussi en termes de localisation géographique. Donc je vais citer nos 10 musées partenaires parce que c'est quand même le cœur du projet. Ils sont les Châteaux du Duc de Bretagne, le Musée d'histoire de Nantes, le MUSEM, les musées d'Aquitaine, les musées de Confluence, les musées du Quai Branly Jacques Chirac, les musées de Gare Claire, les musées Tom Ungerer, Centre international de l'illustration, les Muséums Toulouse, les Palais de Beaux-Arts de Lille et le Petit Palais. Donc ces 10 musées, sont accompagnés dans un programme qui a un volet formation et un volet action. Pour les volets, formation, vous voyez ici à l'écran à gauche, différentes formations qui ont été, dispensées, au cours de ces premiers mois. Ces formations visent à faire monter en compétence les équipes, mais surtout à permettre, aux professionnels de sortir de leur spécialité. Donc, par exemple, quelqu'un de la technique peut aussi suivre une formation sur les besoins des collections et vice-versa, pour pouvoir aussi, établir un vocabulaire commun et comprendre aussi les intérêts et les enjeux des autres, professionnels, quand on parle de contrôle climatique. Un volet spécifique est dédié au sujet des accords de prêt, parce que je disais que donc les projets, visent à réviser les pratiques des contrôles climatiques tout en permettant la continuation des prêts. Et donc, pour ça, il y a des formations, dédiées, mais aussi tout un travail, sur, les modèles, d'accords de prêt qui sont en vigueur, dans les institutions partenaires, avec aussi des sessions interactives, d'échanges entre pairs, entre les différentes institutions et avec Caitlin Southwick qui est, comme je disais, la fondatrice du programme et qui se spécialise, en ce domaine. Ensuite, il y a les volets actions, qui s'articulent en 3 phases. Nous nous retrouvons maintenant au début de la phase 2, du projet avec la mise en œuvre des changements et des expérimentations.
mais je vais passer en revue phase par phase. Alors, la première, c'est donc la collecte des données. C'est une phase qui peut s'avérer assez chronophage. Il y a beaucoup de données qui sont souvent dispersées dans l'organisation. Et la collecte de ces données doit permettre de répondre à certaines questions. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on veut faire? Quelles sont les actions les plus pertinentes pour réduire concrètement la consommation énergétique? Et aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que donc, parfois, il s'avère qu'il y a des contraintes qui peuvent limiter certaines actions, mais l'approche reste pragmatique. Donc, compte tenu des contraintes, qu'est-ce qu'on peut concrètement réaliser? Et tout cela a permis de définir des plans d'action. Les plans d'action comprennent les choix d'espaces test qui sont donc équipés avec des capteurs fournis par Gallery Reading qui nous donnent aussi accès à toute une plateforme de suivi des évolutions climatiques dans ces espaces. Ensuite, il y a le choix des œuvres test à monitorer pendant toute la durée des expérimentations via des constats d'état qui sont réalisés grâce à l'outil de notre partenaire Art Report. Et enfin, bien évidemment, le choix de quelles expérimentations mener. Et donc, pour les expérimentations, je passe donc à la phase 2, qui est la phase de mise en œuvre des changements. Les musées ont choisi des expérimentations différentes selon leur contexte spécifique. Par exemple, il y a des variations des paramètres selon le climat extérieur, donc selon les saisons ou selon l'occupation et inoccupation des salles. Des réductions de la vitesse des soufflages ou des coupures des CTA. Et bien sûr, tout ça est fait de manière prudente et graduelle avec une surveillance continue des évolutions climatiques et de l'état des œuvres. Et des ajustements sont apportés au fur et à mesure. Donc, notamment, cette phase est une phase d'accompagnement au changement et les programmes en entier est un dispositif lui aussi expérimental pour l'accompagnement du changement. Donc, il vise à stimuler des nouvelles dynamiques de réflexion, des nouvelles dynamiques de mise en commun et finalement de travail dans les institutions que l'on espère ne vont pas disparaître à la fin du projet parce que finalement, il s'agit d'un processus continu. Donc, ces dynamiques sont d'un côté la favorisation de la montée en compétences, mais aussi toute la mise en question et l'interrogation sur des pratiques consolidées, l'approfondissement de la connaissance de son institution, les échanges interservices et l'implication et la responsabilisation de plusieurs services dans la conservation préventive et bien évidemment aussi les échanges entre différentes institutions. Tout cet accompagnement est possible grâce à nos deux coachs qui sont Benjamin Zimmerman pour tout ce qui est climat, bâtiment, énergie et Fiona Graham du Canada pour tout ce qui est conservation préventive. En plus, comme le disait Émilie, il y a 6 experts qui sont associés au projet et chaque musée a un expert qui lui est attribué. Donc, ils sont Nathalie Ledantec, Laurent Ricard, Agnès Gall-Orclic, Frédéric Ladonne, Juliette Régnier, Jocelyn Perilla. Et notamment, ces deux derniers sont du C2RMF, qui est partenaire de l'initiative. Donc, les coachs et les experts donnent des conseils au musée, ils provoquent parfois, ils ouvrent des pistes, des réflexions, ils mettent à disposition leurs compétences techniques admirables. Mais ce que je veux surligner, c'est aussi que finalement, ceux qui peuvent connaître au mieux leurs institutions, leurs collections, leurs bâtiments, leurs équipements et leurs évolutions climatiques sont les équipes des musées. Donc, les coachs et les experts sont là pour mettre à disposition leurs compétences et pour favoriser certaines dynamiques, mais finalement, ce sont les musées qui qui récoltent les données, qui prennent les décisions et qui mettent en place les changements.
Donc tous les mois, les coachs avec chaque musée et l'expert attribué se retrouvent en ligne pour avancer dans ce processus de changement. Et en plus, une fois par mois, ils se retrouvent tous ensemble, les différents musées, avec, les coachs pour peut-être clarifier des sujets, qui ont besoin d'être, clarifiés ou discutés, ou pour animer, des sessions d'échange, entre pairs et aussi donc entre les différentes institutions. La phase 3 du projet, est une phase sera une phase d'analyse des résultats et élaboration des livrables. Il y aura donc un rapport, d'impact, du projet, 10 cas d'études, un pour chaque musée, avec des présentations qui seront partagées lors d'un webinaire d'e-conférence. Un manuel méthodologique élaboré en collaboration avec le C2RMF et tous ces éléments vont se retrouver dans une publication d'e-conférence. Comme je disais, tout ça est aussi parce que le projet a une ambition plus large que la cohorte de 10 musées partenaires, mais souhaite aussi développer des dynamiques au niveau plus large pour le secteur muséal français. Enfin, les projets constituent, un terrain d'enquête, pour, mon projet de thèse de recherche doctorale, et je vais conclure avec ce sujet-là. Mon projet de thèse de recherche s'intègre dans une collaboration CIFRE, avec ICOM France et le laboratoire LIRSA du CNAM et le Centre Norbert Elias d'Avignon Université. Il est réalisé sous la direction de Lucie Marinier et Isabelle Brianceau. Et ces projets de thèse abordent donc la question du changement des musées face à l'urgence socio-écologique et se concentrent notamment sur les changements en matière de gestion des collections. Donc, bien évidemment, il y a le contrôle climatique, mais ça va au-delà de ça avec d'autres sujets de conservation des collections, de diffusion de collections et plus en général de collectionnement. Entre ces différents champs de la gestion des collections et la prise en compte des enjeux, socio-écologiques, il peut y avoir bien évidemment des synergies, mais des injonctions contradictoires ont aussi, été identifiées. Et donc, par exemple, la croissance continue des collections, la consommation énergétique ou la pollution, liée à la conservation des collections et la démultiplication des projets, d'exposition et l'accélération de la mobilité des collections et des publics. Donc, tous ces processus d'échangement est abordé à travers un regard qui est issu des sciences de gestion et des sciences de l'information et de la communication. Donc, je me pose la question de en quoi le changement vers une gestion des collections conciliant mission muséale et enjeux socio-écologiques révèle l'évolution des musées vers des nouveaux modèles organisationnels. Donc, quelles conditions permettent les changements et l'engagement de l'organisation? Comment cela se réalise et organise dans les musées et l'impact que ça a sur l'organisation et aussi donc bien évidemment les conditions qui permettent une continuité dans cet engagement. Donc, prenons le contrôle du climat constitue un terrain d'enquête préparatoire. Donc, je mène une observation participante des musées partenaires et des entretiens dédiés. Et il servira ensuite des bases pour construire l'analyse principale de mon projet de recherche qui sera basée sur 3 cas d'études à déterminer. Et sur cela, je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à Anna Seiler du musée Tom Jungerer. Si, vous m'autorisez, pardon Anna, je te coupe, la parole, ou l'herbe sous le pied. Je voulais, simplement revenir, sur ce que Camilla vient de dire en fin de présentation. C'était effectivement très important, pour Ecom France aussi de pouvoir s'engager à travers le contrat CIFRE et l'intégration de Camilla au sein de notre équipe dans un projet de recherche et de prospective d'accompagnement à la conduite du changement aussi par le biais de la recherche et de ce contrat doctoral, de manière à aussi lancer ICOM France dans une dynamique un peu, de think tank ou de lieu de la réflexion en train de se faire. Et je voulais, vraiment réinsister sur ce point parce que ça me semblait aussi important et je vais maintenant donner la parole, à Anna Zeiler
Anna, donc tu es conservatrice responsable du musée Tommy Ungerer, Centre international de l'illustration à Strasbourg. Tu as été, commissaire de nombreuses expositions, directrice adjointe du Museum for Modern Kunst de Francfort. Tu as travaillé, sur beaucoup de projets individuels et collectifs, notamment sur le pavillon allemand de la Biennale de Venise. Et aujourd'hui, donc dans ton action au sein du musée Tommy Ungerer, tu, pilotes pour le musée, le projet «Prenons le contrôle du climat» et nous te laissons la parole. Merci d'être là. Merci Émilie, merci et bonjour à toutes et à tous. Au musée, nous sommes ravis de participer à ce projet en tant que donc un des 10 musées de la ville de Strasbourg et d'autant plus que la transition écologique est un des 4 axes stratégiques développés dans un nouveau projet de service de notre réseau. Et parmi les différentes actions comme la réduction de l'empreinte carbone, le réemploi du mobilier, la réduction des emballages en cours dans le réseau, ce projet prenant contrôle du climat nous permet aujourd'hui de travailler donc sur la réduction de consommation énergétique sous l'angle de la conservation. Et notre première question était alors, comment pouvons-nous établir un cas d'étude qui nous servira non seulement à nous, mais aussi à notre réseau et à d'autres musées? Et je vais brièvement vous parler des spécificités de notre bâtiment, de notre collection, puis présenter nos réflexions, nos premières observations et nos futurs tests, comme annoncé par Camilla. Donc, Camilla, si vous voulez bien mettre le premier slide. OK. Donc, merci. Notre musée se trouve donc dans une villa bourgeoise du 19e siècle, transformée pour accueillir le musée en 2007. Et il est consacré à l'art graphique du 20e et 21e siècle et contient une collection d'environ 20 000 œuvres majoritairement sur papier. Le musée comporte 3 étages accessibles au public, avec une première spécificité et qui est que nos bureaux ainsi que nos réserves se trouvent dans le même bâtiment. La deuxième spécificité, c'est que tout le bâtiment est géré par une seule CTA, donc une seule centrale de traitement d'air qui se trouve dans les combles. Et contrairement à ce qu'on peut penser spontanément dans notre système CVC, dans le chauffage, ventilation, climatisation, comme dans beaucoup des anciens systèmes, la chaudière, elle aussi tourne en continu, donc aussi en été, notamment dans les cas où il fait très chaud et très humide. Et pourquoi? Pour déshumidifier l'air, on commence souvent par le refroidir fortement afin d'en extraire l'humidité par condensation, puis on le réchauffe ensuite. Et sans ce réchauffage, l'air sera en finale trop froid. Et sur le prochain slide, vous pouvez voir les vitrines murales et vitrines de table qui constituent une dernière particularité. Elles ont été spécialement conçues pour présenter de l'art graphique au musée. Et avec toutes ces particularités, où sont alors nos marges de manœuvre en lien avec le climat propre à Strasbourg, les caractéristiques du bâtiment, notre système CVC et la typologie de la collection sur papier? Étant donné que nous avons une seule CTA pour tous les bâtiments, on a d'emblée exclu la possibilité de tester des coupures de machines ou de travailler sur la vitesse de ventilation qui nécessite des divisions par zone pour maîtriser les risques. Et en dialogue avec nos coachs, donc Benjamin Zimmerman et Fiona Graham, on a choisi de travailler sur le nombre de hygrométrie suivant la recommandation du protocole BISO. Donc, comme Camilla a cité, entre 16 et 25 degrés, une humidité relative entre 40 et 60 Et pour préparer les tests, nous avons fait une sélection des œuvres tests. Camilla, ça sera le prochain slide. En excluant les tâches des expositions temporaires, parce que le projet, comme vous l'avez vu, dure 1 an, on a choisi des œuvres à chaque étage, y compris dans les armoires situées dans les réserves. Et ici, et sur le prochain slide, vous voyez que nous avons installé des sondes supplémentaires à notre surveillance existante, comme c'était par Camilla, et les sondes ont été installées à l'intérieur des vitrines, dans les armoires et dans les salles pour comparer alors la température à l'extérieur, la température dans le bâtiment et la température dans les vitrines elles-mêmes. Et le prochain slide, s'il vous plaît. Parmi les œuvres qu'on a choisies avec ma collègue Morgane Magnin se trouvent par exemple des œuvres composites avec une colle des années 60. Et cette colle se décolle rapidement et en même temps, elle se prête très bien à la restauration, comme ont montré plusieurs campagnes de restauration. Et donc, ces œuvres réagissent assez rapidement, mais sans grand risque, ce qui nous présente pour nous l'avantage de constituer une alerte précoce. Et ça serait le prochain slide. Vous y voyez un dessin composite avec la colle dont je viens de parler, ainsi que l'affichage du projet à côté des sondes dans les salles.
Et toutes les 2 semaines, nous faisons alors le constat d'état des œuvres test. Et parallèlement, nous avons inclus dans nos réflexions le service technique de la ville qui est responsable de notre bâtiment et qui en assure la maintenance via un prestataire. Et ayant conscience que notre système est énergivore mais aussi fragile, nous avons pu obtenir l'an dernier le budget pour une étude sur le système existant. Et notre objectif est maintenant de nourrir le futur cahier des charges avec les résultats du projet ICOM. Et alors, le premier constat de notre projet était le bénéfice de coordonner le service technique et la conservation, de mettre tout le monde autour de la table et pour réfléchir ensemble sur les marges de manœuvre possibles. Comme Camilla a dit, ça permettrait déjà de réfléchir ensemble et à développer des idées que l'une et l'autre séparément n'aura pas eu. Donc, notre deuxième constat, et ça serait sur le prochain slide, s'il vous plaît, est-il le suivant. Comme beaucoup des installations, notre CVC fonctionne actuellement avec 2 consignes fixes, une pour l'été, une pour l'hiver. Et pour économiser de l'énergie, ce qu'on appelle une bande morte, c'est-à-dire une plage de tolérance entre 2 seuils est préférable. Une telle bande morte, par exemple, entre 16 et 25 degrés, permettra au bâtiment de se réchauffer ou de se refroidir dans les limites acceptables et en lien avec l'inertie du bâtiment. Et cette souplesse permettrait de réduire la consommation énergétique. Mais notre système ne permettra pas de travailler avec une bande morte et donc nous avons réfléchi à la façon de mieux travailler avec le bâtiment et notre contexte géographique. Et ça sera le prochain slide, s'il vous plaît. Nous avons regardé les moyennes des 10 dernières années de météo pour établir des valeurs saisonnières plus proches à la météo réelle. Et cela nous a conduit à redéfinir les 2 périodes de l'année. Nous considérons comme période d'hiver le mois d'octobre à avril avec une température cible de 19 degrés et une humidité relative de 50%. Mais sachant que nous ne pouvons pas descendre plus bas si nous voulons garder la température agréable pour les visiteurs et dans le bureau. Et pour les mois plus chauds, nous avons défini mai 20 degrés, juin 21, juillet et août 22 et septembre 20 degrés avec une humidité relative de 55%. Et au début, on était un peu déçus et cela nous paraissait regrettable de garder aussi en plein été une température relativement basse et par exemple ne donner pas de consignes de 25 degrés quand il fait 32 degrés à l'extérieur. Mais ces valeurs prennent aussi en compte la nuit et le fait que notre consommation de gaz pour chauffer la nuit sera trop élevée avec des consignes plus de 22 degrés. Et en absence de cette fameuse bande morte, il y aurait alors le risque que la chaudière se mette en marche pour remonter la température la nuit. Et restait alors la question de savoir quoi faire avec notre chaudière en été. Comme j'avais dit, qu'elle tourne aussi en plein été. Notre troisième constat est qu'il existe une méthode technique plus moderne permettant de récupérer la chaleur produite lors du processus de refroidissement. Et cette chaleur récupérée peut ensuite être utilisée pour préchauffer l'air. Et pour le futur, ce qu'on appelle une thermofrigopompe sera alors préférable. Une pompe électrique qui valorise la chaleur dégagée par les refroidissements à la place de notre chaudière qui consomme du gaz en été. Et pour le meilleur et pour le pire, pendant la préparation des tests, notre système est tombé en panne. D'abord l'humidificateur, puis le groupe froid. Et ce que nous a permis quand même de faire des observations suivantes. L'analyse de nos données confirmait que le papier crée un microclimat stable, assez stable dans les vitrines, ce qui nous permet de bénéficier de cette zone tampon protégeant les œuvres même lorsque la température et l'humidité varient à l'extérieur. Notre bâtiment présente plutôt une bonne inertie thermique, donc la température et l'humidité évoluent lentement. Mais cette panne a bien montré pourquoi il est important d'articuler des questions techniques et la conservation. Donc, redémarrer la machine sans modifier les consignes cibles risque de faire baisser la température trop vite à cause de la puissance du système. Donc, il faisait très chaud et remettre à 19 degrés si la machine est puissante est une chute trop vite et trop puissante. Et par contre, définir plusieurs paliers de refroidissement permettra un processus plus progressif et maîtrisé. Et pour faciliter des interventions de ce type, une machine pilotable à distance sera préférable. Mais aussi la panne et surtout le démarrage a aussi posé une question. Est-ce que notre système est surdimensionné par rapport aux besoins réels de notre bâtiment? Donc le réchauffement était très lentement, mais
la réalisation des consignes données était très vite. Et faudrait-il donc éviter une surpuissance inutile dans les futurs choix techniques? Mais ça, c'est une question ouverte et à discuter encore. Et ça sera le dernier slide, s'il vous plaît. Notre étude va alors se poursuivre encore environ 1 an. Et notre objectif pour le moment, c'est de réduire la consommation énergétique grâce à des nouvelles consignes et des régulations. Établir un cahier de charges pour améliorer la technique, donc le contrôle à distance, la bande morte, une thermofrigo-pompe, créer un cas d'étude spécifique aux bâtiments équipés d'une seule CTA, créer un cas d'étude spécifique aux collections sur support papier et définir des bonnes pratiques entre conservation et services techniques à l'échelle du réseau. Et en parallèle, sous la responsabilité de mon collègue Ludovic Chauvin, la régie des collections du musée de Strasbourg a rédigé aussi un nouveau contrat de prêt, comme on avait parlé, Camilla. Et l'objectif est de ne plus appliquer des consignes standards à tous les objets, quelle que soit leur typologie, et aussi qui ne correspondent plus à nos pratiques actuelles ou futures. Et pour le moment, l'hypothèse de travail pour le contrat de prêt, c'est de aussi intégrer des recommandations du groupe BUSO. Donc, voilà, je vais me tenir là et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Anna, pour, ce retour d'expérience. On l'a pas dit, en introduction, mais on va se garder un temps évidemment d'échange et de questions-réponses à l'issue, des 2 présentations des 2 musées qui nous font la gentillesse de partager leur retour aujourd'hui. Donc, gardez bien vos questions, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat aussi ou à lever la main à l'issue de la présentation, du château des Ducs de Bretagne, à qui je vais passer la parole tout de suite. Alors vous intervenez à 3 voix. Anne Bouillet, vous travaillez sur les collections du Musée d'histoire de Nantes depuis 2007 et vous assurez la responsabilité du service de la conservation depuis 2020. Gaëlle Corbin, vous êtes chargée de la régie des collections. Vous vous intéressez à cette question de la conservation durable des collections depuis plusieurs années et vous co-animez notamment un groupe de travail sur cette thématique à l'AFROA. Et Sébastien Loiret, issu d'un parcours logistique, vous avez récemment intégré l'équipe du Musée d'histoire de Nantes après avoir travaillé dans le domaine des laboratoires ou du tertiaire, mais aussi de l'industrie, et vous êtes spécialisé dans les domaines CVC et électricité. Mesdames, Messieurs, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Émilie. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis ravie de participer à ce webinaire pour présenter les premiers mois de l'expérimentation au Château des Ducs de Bretagne, Musée d'histoire de Nantes. Je vais vous faire une petite présentation à la fois du musée et puis du contexte du début de cette expérimentation chez nous. Et puis ensuite, je passerai la parole à Gaëlle Corbin, ma collègue régisseuse des collections, pour la mise en pratique concrète de l'expérimentation au château. Et ensuite, Sébastien ajoutera les éléments plus techniques de son côté. Donc, le musée d'histoire de Nantes est un musée de France ouvert en 2007. Il se situe au sein du château des Ducs de Bretagne, qui est un monument historique qui est vraiment situé au cœur de la ville de Nantes. Le site est complexe, il a des contraintes architecturales sur lesquelles on reviendra. Les réserves pour partie se situent sur le site. On a également des réserves extérieures au site, mais on va parler de celles du site aujourd'hui. Les collections sont municipales, mais le musée est également géré en délégation de service public par une société publique locale qui s'appelle le Voyage à Nantes. Le musée, il se déploie sur 32 salles et il évoque l'histoire de la ville et du territoire depuis la période gallo-romaine à nos jours. 40 000 items, une estimation de 40 000 items, dont 1200 sont présentés au public dans le parcours permanent. Des objets extrêmement divers, tout type, tout support. On a tendance à dire avec l'équipe qu'on a de tout. Voilà. Nous, avec Bertrand Guillet, donc le directeur du site, nous avons accueilli avec un grand enthousiasme ce projet, comme je vous le disais, car depuis une quinzaine d'années, on est vraiment très engagé déjà au musée dans une démarche de développement durable, avec des expérimentations, avec des choses très concrètes qui se sont mises en place. Je pense à l'achat d'un parc de vitrines réutilisables pour nos expositions, le réemploi d'une partie des scénographies d'exposition en exposition pour éviter la perte de ce mobilier. On a passé tout le musée en éclairage LED, des vidéoprojecteurs basse consommation, pour quelques petits exemples. Et puis,
pour vraiment ce qui concerne la conservation, la confection de housses en coton, réutilisables, lavables, sur mesure pour nos tableaux, pour éviter les emballages plastiques notamment. Et de manière plus générale, on s'engage dans une démarche de réduction des matériaux de conditionnement en plastique en essayant de tester d'autres matières alternatives. Donc vous voyez, c'est vraiment déjà ce projet, il s'intégrait dans un ADN déjà de l'établissement qui est renforcé par une politique forte au sein de Nantes Métropole sur la question du développement durable et également au sein du voyage à Nantes, donc le délégataire, dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises avec un collègue, Odilon Thierry, qui est vraiment le spécialiste de la question au voyage à Nantes, donc un interlocuteur qui nous a accompagnés, qui nous accompagne sur le projet. Lorsque nous avons accueilli ce projet et que nous avons décidé d'y participer, Bertrand Guy et moi, on a décidé de constituer une équipe de travail, une équipe dédiée, donc, qui comprend Gaëlle Corbin, donc régisseuse des collections, pour la mise en œuvre concrète de l'expérimentation, et puis Sébastien Loiret, qui venait juste d'arriver à ce moment-là dans l'équipe. Donc ça a été pour lui l'occasion de se mettre dans le bain de manière très, très concrète tout de suite, de prendre possession du monument qui est un petit peu complexe et de devoir apprendre à travailler avec nous. Donc là, je rebondis vraiment sur ce qui a été dit à la fois par Camilla et Anna. C'est vraiment une des dimensions essentielles à ce projet, c'est l'intercommunicabilité entre les équipes. On se parle, on sait bien, on se voit en réunion, c'est des choses habituelles au quotidien, mais là, le projet, il a vraiment, on est passé à un cap supérieur avec comprendre les contraintes des uns et des autres, les contraintes de la conservation, les contraintes techniques, ce que peut une CTA, ce qu'elle ne peut pas. Voilà, donc c'était extrêmement intéressant, c'est toujours extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Évidemment, je passe sur la partie médiation, parce que les capteurs sont donc dans les salles, vous allez le voir, et donc il a fallu évidemment former toute l'équipe du château, et puis la communication qui nous a bien accompagnés sur les supports de communication à destination des publics. Le point que je voulais aborder en fin de présentation, avant de passer la parole à Gaëlle, c'est la décision initiale de libérer du temps au projet, c'est-à-dire de dédier un temps spécifique dans les équipes, enfin, notamment pour Gaëlle, Sébastien et moi, pour pouvoir avancer sur ce projet. Gaëlle, on peut dire que c'est à peu près une demi-journée par semaine en moyenne. Bien sûr qu'il y a des semaines plus lourdes que d'autres, mais on a décidé de dédier ce temps-là, c'était important pour nous et ça nous semble maintenant indispensable, hein. Je pense pour les autres projets, pour les autres collègues qui voudraient s'engager dans des projets similaires, indispensable pour pouvoir avancer, d'autant plus que le rythme des formations et des rencontres liées au projet sont assez c'est un rythme assez soutenu. Donc, le fait de se dégager un vrai temps dédié pour ça, ça nous semble indispensable. Voilà, je passe la parole à Gaëlle pour le concret. Merci. Alors oui, moi je vais vous parler de la manière dont nous avons mis en place cette première phase du plan d'action, qui chez nous effectivement a été assez chronophage et un petit peu complexe, lié à la fois à la typologie des collections, au bâtiment. Donc ça nous a amené en fait un petit peu à nous retrouver dans une situation de résoudre des équations à plusieurs inconnus pour réussir à créer cette liste d'œuvres et d'espaces et d'actions à mener. Alors, nous avons commencé par travailler début novembre à l'établissement d'une liste d'œuvres et en parallèle d'une liste d'espaces. La liste d'œuvres, nous avons d'abord créé une liste très élargie en prenant en compte plusieurs critères. Tout d'abord, le fait d'avoir des objets qui soient accessibles, parce qu'il va falloir faire des constats réguliers, donc on avait besoin d'avoir vraiment des objets accessibles, des objets variés en typologie, mais aussi en nature de matériaux. On pourrait passer d'ailleurs à une des slides suivantes pour voir voilà, un ensemble des quelques objets que nous avons finalement choisis. Donc des objets qui comportent des matériaux sensibles aux variations hygrométriques, mais aussi des objets hétérogènes, contraints, comme une peinture par exemple. On a choisi une huile sur toile. Donc tous ces critères-là nous ont permis d'aboutir à une première liste que nous avons comparée avec nos choix en termes d'espace. Et on va peut-être revenir sur la slide d'avant. Nous sommes partis vraiment d'une volonté initiale de travailler à la fois sur le musée et sur les réserves,
pour différentes raisons. Ce sont des bâtiments distincts, des bâtiments qui ne sont pas climatisés de la même manière et où nous avons des questionnements différents. Donc, on tenait vraiment à pouvoir travailler sur ces 3 bâtiments en réalité, le bâtiment des réserves et les 2 bâtiments du musée, mais aussi à travailler sur des espaces qui nous posaient question initialement au musée, à savoir des salles en façade très chaudes, des salles sous comble, pour lesquelles on avait également des questions, des salles en milieu de bâtiment pour lesquelles on voulait tester la notion d'inertie. Donc on a combiné tous ces éléments pour aboutir à une première liste d'œuvres. Et là, sur le plan que vous avez devant les yeux, on va tester par exemple la salle 11 qui est au milieu, la salle 14 qui se trouve tout en haut d'un bâtiment, la 18, la 24 et la 29 qui est tout au fond du bâtiment également. Donc on aboutit à une liste en fait d'œuvres très éclatées sur le site, ce qui complexifiait un petit peu le projet. On peut passer revenir à la photographie. Voilà. Donc on a choisi notamment une sculpture polychromée et dorée, un éventail, un cheval mécanique donc composé de plusieurs typologies de matériaux. Et quand on est arrivé à cette première liste, on s'est rendu compte qu'il fallait également, pour chaque espace choisi, documenter les techniques de climatisation que nous avions. Là, à nouveau, un challenge, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, au sein du musée, il y avait des éléments très variés. Et l'un des intérêts majeurs du projet nous est apparu à ce moment-là. On a pu créer en fait un groupe de travail transversal au sein du site, avec tous les services parties prenantes sur ces questions. Et ça s'est révélé, et ce qui finalement était une complexité, s'est révélé quelque chose de très enrichissant et de passionnant. Habituellement, on échange sur des points, des difficultés climatiques sur une salle ou l'autre. Là, vraiment, on s'est tous mis autour de la table pour pouvoir passer en revue le système de climatisation du musée et des réserves, vraiment du site dans son ensemble. Nous avons également souhaité, en plus, on pourra passer à la slide suivante, tester l'effet tempo potentiel des conditionnements ou des vitrines. Pour ce faire, on a choisi une salle du musée, la salle 18, où on a décidé de tester 2 œuvres, donc une huile sur toile, présentée là au mur et on voit le petit capteur dessous, et un éventail qui se trouve en vitrine. De la même manière, en réserve, on a identifié une salle des réserves de laquelle on a extrait toute œuvre, à l'exception des 2 œuvres concernées par le test, qui sont deux luths sénégalais quasi identiques, l'un sur un rayonnage, simplement pour se protéger de la poussière, et l'autre en caisse, dans une armoire fermée. Donc ça, c'est un élément aussi, je trouve, on peut passer à la slide suivante, absolument très intéressant du projet, c'est la collecte de données, c'est-à-dire la collecte de la preuve. On est tous plus ou moins convaincus de la nécessité de travailler sur ces questions, mais je trouve qu'il est vraiment intéressant de pouvoir, pendant une année, sur l'ensemble des saisons, collecter des données concrètes issues de ces tests. Et là, c'est un premier, on peut voir un premier retour, hein, on est au tout début, où on voit effectivement la courbe de l'hygrométrie de la salle 18, donc celle qui est proche du capteur, et la courbe d'hygrométrie dans la vitrine qui est bien plus lissée. Donc ça nous donne déjà, ce sont des premiers éléments, après il faudra qu'on les voit sur l'ensemble de l'année. Nous sommes arrivés fin mars donc avec cette liste établie de 6 espaces, 6 salles et 8 œuvres. Et là, nous avons un petit peu retenu notre souffle au moment de la pose des capteurs, parce que, comme on vous l'a montré, le château est complexe, les sites sont éloignés, enfin, les différents bâtiments sont éloignés les uns des autres, les murs très épais. Et c'est vrai que nous n'étions absolument pas certains de pouvoir en fait valider cette liste au regard de la collecte des données climatiques. Alors, on a fait plusieurs essais. On a rajouté des éléments, notamment des répéteurs, pour pouvoir retransmettre les données. Et finalement, on a réussi à valider cette liste-là. Ce qui, pour nous, était vraiment très positif, car on souhaitait réellement pouvoir travailler à la fois sur le musée et sur les réserves. Donc, c'était une petite complexité technique, mais finalement, voilà, qui a pu être résolue. Donc, début avril, on a pu déterminer cette liste. Les capteurs ont été posés. Et pendant un mois, nous avons formalisé plus finement les choix des actions climatiques que nous allions mener. Pour la partie réserve, c'est un petit peu moins compliqué que pour le musée, puisque nous avons un appareil de climatisation qui est plus récent. Et là, nous avons fait le choix pendant une année d'élargir les consignes.
On a commencé là actuellement en passant une température de 21 à 23 degrés. Il faut savoir aussi qu'on a volontairement donc isolé 2 œuvres dans une réserve où il n'y a pas d'autres objets pour avoir vraiment toute liberté de modifier les consignes. C'est ce qui est plus simple que dans les salles du musée. Donc on va travailler dans cette optique pendant la durée du projet. Par contre, pour le musée, on s'est rendu compte que c'était plus complexe et que nous devions élaborer en fait 2 phases, une phase été et une phase hiver, qui se base sur la coupure du chauffage et la remise en route du chauffage. En été, petit à petit, en étudiant le climat, on s'est rendu compte qu'en fait, nous n'avions que très peu de marge de manœuvre. Sur le projet, il n'y a qu'une salle dans laquelle on fait du froid et sur laquelle on va pouvoir, alors malheureusement la CTA était en dérangement, mais une fois qu'elle va être remise en route, on va pouvoir travailler sur la demande de froid. Mais sinon, pour toutes les autres salles concernées par le projet, en fait, nous allons étudier le comportement du climat et l'inertie des salles. Potentiellement aussi, nous pouvons travailler sur le brassage de l'air dans les salles. Par contre, en hiver, là, nous allons pouvoir mettre en place une phase d'occupation et d'inoccupation. Nous nous sommes rendus compte lors du travail préalable qu'en fait, nous avions cette possibilité-là, mais qu'elle n'était pas utilisée aujourd'hui. Aujourd'hui, les consignes en hiver sont les mêmes jour et nuit. Donc, pour l'ensemble des salles choisies, nous allons mettre en place cette variation. Et de la même manière, procéder à des coupures de climat la nuit, alors de manière très progressive, dans une voire 2 salles. Voilà. Donc, ce sont nos projets à ce stade. Aujourd'hui, nous en sommes là. Nous avons fait l'ensemble des constats initiaux et mettons en place donc, ce suivi du climat au quotidien. Il faut savoir que les capteurs de Galerie Reading viennent doubler nos capteurs existants. Donc, c'est aussi intéressant de voir le parallèle entre ces 2 relevés de données, notamment pour les réserves. Nous travaillons aussi donc maintenant à la réalisation des constats plus réguliers de suivi. Et en parallèle, nous commençons aussi le travail sur les accords de prêt, qui est un élément, je pense que c'est la suite vraiment logique du travail. C'est un élément très, très intéressant dans le sens où on voit bien dans le cadre des prêts que la plupart des professionnels aujourd'hui sont tout à fait d'accord, on parle le même langage, on est tout à fait convaincus de la nécessité de changer, mais bien souvent, le pas de la formalisation n'est pas franchi. Donc nous avions en 2024 commencé à réécrire nos accords de prêt pour intégrer donc les normes BISO que nous suivons depuis cette date, mais nous n'avions pas encore intégré ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant lors des dernières formations sur ces sujets, le changement d'esprit de ces documents, c'est-à-dire de passer, d'être moins sur un cahier des charges très formel que l'emprunteur doit vraiment cocher tous les éléments donnés, mais d'aller plus vers un document d'échange, en fait, de présenter dans quel cadre nos conditions sont conservées et comment on peut arriver à conserver ces cadres. Voilà, donc avant de passer effectivement la parole à mon collègue pour les aspects bien plus économie d'énergie et climatisation, je voulais rebondir effectivement sur ce que disait Anne aussi. Je trouve que un des éléments vraiment très positifs du projet, c'est presque de nous permettre de consacrer ce temps, le temps à ces questions qui nous préoccupent déjà depuis un certain temps, mais qui bien souvent passent à l'arrière-plan. Et là, on a vraiment le fait d'avoir un cadre, le fait d'avoir des échéances, on s'accorde vraiment ce temps de travail. Voilà. Et puis ça nous permet d'ouvrir énormément de chantiers, de questionnements, même si on n'y répond pas encore, on ne répond pas encore à toutes les questions, ça s'avère être vraiment passionnant. Voilà, Sébastien, si tu veux. Bonjour à tous. Si vous pouvez juste passer la slide suivante. Donc voilà, aujourd'hui, nous, on fonctionne au château via un système de gestion technique centralisée. Donc, c'est-à-dire qu'on a un logiciel fourni par notre intégrateur qui nous permet, dans chacune des salles, de pouvoir interagir avec le matériel mis en place. Donc là, j'ai repris l'exemple de la salle 18. Donc, ce que vous pouvez voir à droite, en fait, c'est ce qui représente la salle. Donc, vous voyez, j'ai mis, c'était ce matin à 10 h. On peut voir que dans la salle, il faisait déjà 27,5. L'air est repris dans la salle, elle passe par la CTA et comme vous expliquait ma collègue Gaëlle, ça fait partie des salles où nous n'avons pas de production de froid. Donc là, à l'heure actuelle, on ne produit pas en chaud, mais vous voyez, rien que la circulation fait quasiment souffler à 30 degrés.
Donc, c'est des salles où on a très peu d'actions climatiques pour le moment en été. Ce qu'elle expliquait également sur la partie droite, vous voyez, donc on voit une température chaud, occupation et inoccupation. Donc ça, c'est une option du logiciel qui nous permettra à terme en fait de pouvoir réguler en hiver et d'avoir des plages la nuit où on va pouvoir limiter la consommation de gaz de nos chaudières également. Donc ça va être vraiment l'enjeu qu'on va avoir plus en hiver pour pouvoir traiter nos salles. Comme expliquait Gaël et Anne, voilà, on est sur un château avec une construction 15-17e, avec des murs relativement épais. Donc, je vous laisse passer la slide suivante. Donc, alors ce sera celle d'après. On va commencer par celle-ci. Donc, dans la salle 18, donc, on voit qu'on est sous les combles, donc sous toiture. Donc, avec une toiture qui n'a pas été très isolée à la réfection du bâtiment. Et puis, à l'angle de cette salle, en fait, vous pouvez voir sur la photo de gauche, on a le petit escalier avec une issue de secours. Et vous pouvez voir qu'en dessous la porte, en fait, on a quelques centimètres de jour. Et ça, malheureusement, voilà, entre le bâtiment, monument historique en granit et les portes qu'on voit adaptées dessus, malheureusement, on n'est pas très étanche. Donc, vous voyez, ce matin, il faisait 29 degrés. Donc, malheureusement, on a déjà de l'air chaud qui arrive dans cette partie du musée. Et malheureusement, on n'a pas beaucoup de moyens d'influer sur cela. Donc, voilà, malheureusement, la salle 18 est une salle en fait, que nous pouvons chauffer l'été, mais qui ne pouvons pas refroidir l'hiver. Et comme je vous l'expliquais, les contraintes du bâtiment sont telles qu'aujourd'hui, les réseaux qui sont passés ont été passés et il n'y a plus de place aujourd'hui dans les conduites techniques pour pouvoir ajouter du chaud ou du froid. Donc ça fait partie de nos grandes problématiques au château, c'est qu'on doit faire avec les équipements qui sont mis en place. On a très peu de leviers pour pouvoir ajouter des conduits supplémentaires. Donc si vous voulez bien passer à la slide suivante. Et donc là, vous voyez, j'ai pris tout simplement en fait, une photo au niveau de l'accueil chez nous. Et donc, vous voyez un petit peu l'épaisseur des murs qu'on peut avoir. Donc là, on est sur un mur extérieur. Il fait un petit peu plus de 2 mètres d'épaisseur. Ce qui a un avantage, c'est que nous avons beaucoup d'inertie dans le bâtiment. Donc, c'est-à-dire que on arrive à maintenir le chaud ou le frais relativement longtemps. Mais par contre, une fois que le bâtiment a perdu son inertie, malheureusement, là, on commence les dérives et on n'a plus beaucoup de moyens d'action pour pouvoir corriger. Donc aujourd'hui, le projet ICOM, justement, nous a permis déjà avec la conservation d'avoir une vision plus globale de nos systèmes, hein, de nos systèmes CDC, et puis de mon côté aussi d'avoir une conscience un petit peu plus étendue du donc voilà un petit peu comment nous on a mis en place ICOM sur le site et il va se déployer de plus en plus au fur et à mesure de l'hiver où on aura plus de contrôle sur le chaud. Voilà pour moi. Merci, merci beaucoup pour ces témoignages, effectivement aussi bien pratiques que conjoncturels. Je veux dire, vous avez bien chacun repositionné les choses dans la dynamique de travail qui est la vôtre au niveau de votre établissement et je vous en remercie. Je vais regarder s'il y a des questions dans le chat. Je n'en vois pas, mais n'hésitez pas à faire signe, c'est le moment. On a encore une vingtaine de minutes pour ces échanges. Donc c'est vraiment le moment pour chacun d'entre vous de poser des questions pratiques que vous avez pu aussi, ou des situations que vous avez pu rencontrer dans votre quotidien de travail sur ces sujets-là. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Est-ce que nos coachs ou nos experts aussi veulent peut-être ajouter leur point de vue ou leur premier retour d'expérience sur ces quelques mois de travail avec les 10 musées partenaires? Je veux bien prendre la parole une seconde. Donc, Benjamin Zimmermann, donc j'ai l'immense honneur et responsabilité d'être le coach sur les aspects énergétiques, ce qui est une découverte d'une nouvelle forme de mission pour moi, mais qui correspond à ce que j'aime faire, c'est-à-dire
ce travail plutôt de passeur, d'interprète, et je dois dire que on voit beaucoup d'appétence avec Fiona, on voit beaucoup d'appétence sur les 10 musées avec lesquels on travaille, beaucoup d'envie. Je crois que ça a été bien exprimé ici, donc j'ai pas beaucoup à dire de plus, mais clairement, je trouve que c'est, je dirais même presque au-delà même des musées, donc pour élargir encore plus le cercle, pour moi, ça rentre complètement dans la logique des sujets sur lesquels j'essaie de travailler en tant que bureau d'études, en fait, hein, puisque je dirige un bureau d'études, qui sont de décloisonner les questions techniques des questions architecturales et des questions d'usage, hein, au sens large, pour justement trouver une voie qui est assez étroite ou qui n'est pas si évidente que ça, entre le désir de sobriété, de simplicité, pour utiliser un peu les mots très à la mode, mais qui ont des qualités, et puis quand même des objectifs de performance, pour utiliser un autre mot qu'on retrouve souvent, qui implique plutôt de mettre en place beaucoup de techniques, et tout ça devient compliqué et contradictoire. Et je pense que la seule voie étroite et possible, c'est celle qu'on expérimente ici dans la communication entre les sachants d'un sujet et les sachants d'un autre sujet et d'un troisième, pour trouver les bons arbitrages et pour décloisonner, afin que les gens soient à l'aise d'apprendre, de poser des questions, etc., etc. Donc je pense que c'est très porteur comme expérimentation, et je suis très heureux d'en faire partie. Bah, merci, merci à vous, Benjamin, de faire partie de cette équipe. Effectivement, je ne sais pas si est-ce que Fiona est là? Je l'ai pas. Oui, je Si, suis. Fiona. Ouais, merci. Bon, Désolée de pas vous avoir vu. oui. C'est l'heure du petit déjeuner aussi. Donc, oui, je voulais tout simplement remercier le musée, nos collègues qui ont expliqué tellement clairement, si bien et beaucoup mieux que moi j'aurais pu faire, qu'est-ce qu'ils ont fait et pourquoi. Euh, et, euh, et de dire que vraiment, c'est le travail des équipes. Euh, Émilie l'a exprimé très bien. Ce, ce sont les musées qui font la plupart du travail, et nous sommes là pour un peu expliquer quelques problèmes, quelques questions techniques. Euh, mais oui, et merci aussi aux intervenants qui demandent des questions super importantes, et pourtant des questions qu'on n'aurait pas nécessairement abordées avant ce projet. Euh, les connaissances qu'on trouve à cause de ce projet sont sont énormes au sein des musées, mais aussi pour les coachs. Et je pense qu'il y a de très bonnes questions dans le chat maintenant. On pourrait peut-être y aller. Oui, on va les prendre. Je vois qu'il y a une première question sur la communication faite au public à Nantes. Comment est-ce que vous avez Oui, communiqué sur ce projet? je ne me suis pas étendue. Je peux mettre peut-être les slides. Alors, on n'a pas envisagé de pouvoir le mettre à côté de chaque capteur visible en salle. Déjà, on a essayé autant que faire se peut, de légèrement camoufler les capteurs, donc qu'ils ne soient pas très beaux, mais quand même parfois, voilà, le musée est déjà assez bavard, on ne voulait pas rajouter du texte à côté du cartel. Donc, on a fait le choix de projeter la communication sur le projet à l'accueil du musée sur un écran dynamique. Donc là, je vais essayer de vous glisser ensuite dans le chat pour voir si je peux vous passer les 4 petites slides. Voilà, c'est des slides exactement comme Anna a pu les montrer, très, très pédagogiques, explicatives, simples, pour se demander à partir du capteur. Qu'est-ce que c'est que cet objet? À quoi il sert? Voilà. Donc voilà ce qu'on a fait. On a également communiqué sur nos réseaux sociaux, à la fois sur le projet et aussi sur la présence de ces capteurs. Merci beaucoup.
Ensuite, on a quelques questions techniques, donc toujours pour le château, à Nantes, dans le schéma des gaines de la salle 18 du château, je n'ai pas vu l'apport d'air neuf. Alors oui, en effet, très bonne observation. La plupart de nos salles sont équipées de CTA qui reprennent l'air de la salle pour la chauffer ou refroidir et filtrer et la réinjectent dans la salle. On a au château, donc je vous expliquer un petit peu le problème de nos murs. Hein, on ne passe pas un conduit comme on veut à travers les murs. Donc en fait, on a deux grandes colonnes de cheminées qui font les deux bâtiments, donc on appelle Grand Logis et Grand Gouvernement. Et donc dans ces deux colonnes de cheminées, dans les combles, on a des CTA R9 qui sont installés et qui viennent diffuser dans les colonnes de cheminée, en fait, dans l'ensemble des deux bâtiments, l'apport d'air neuf. Donc en fait, on a une CTA qui fait extraction et apport d'air neuf, et l'extraction est mesurée, pardon, le CO2 de notre extraction est mesuré, ce qui indique l'apport d'air neuf à ajouter dans le bâtiment pour pouvoir avoir un taux de CO2 qui soit satisfaisant pour le public. Voilà, donc très peu d'air neuf dans le bâtiment, hormis par les huisseries que je vous ai un petit peu présentées. On a de l'air neuf. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Je continue au fil du chat, hein, une question du musée de Bretagne, Marie-Noël Follon. Je me demandais si les formations dont nos collègues ont pu bénéficier seraient proposées à d'autres ou bien s'il était prévu éventuellement des transmissions. Les formations, j'allais dire, on fait un peu de la sensibilisation à travers des événements comme celui qu'on vous propose aujourd'hui. Et Camilla a rappelé un peu quels étaient les rendus et la manière de partager. Je ne sais pas, Camilla, est-ce que tu veux redonner quelques éléments sur les échéances et les rendus qui seront communiqués, puisque l'objectif de ce projet était effectivement qu'ils servent aux 10 musées partenaires, mais que tous nos résultats soient communiqués vastement pour qu'ils puissent bénéficier à l'ensemble du réseau. Camilla, tu veux compléter ma réponse? Oui, et il y aura donc ce livrable que j'ai cité qui seront, nous les envisageons pour la deuxième moitié de 2026. Et parmi ces livrables, j'ai cité donc aussi les manuels méthodologiques élaborés en collaboration avec le C2RMF, dont l'objectif est effectivement de pouvoir donner des éléments à des musées qui n'ont pas pu, qui n'ont pas fait partie de la cohorte des 10 musées partenaires de Prenons le contrôle du climat, de mettre en place une dynamique similaire. Et bien sûr, donc il y aura tous les cas d'études aussi. Par exemple, je vais peut-être le partager dans le chat. Déjà, la cohorte danois, parce que je disais que le projet s'est récemment conclu au Danemark. Ils ont mis en ligne tous les cas d'études des différents musées au Danemark, et je vais peut-être maintenant le partager ici dans le chat. Merci, merci Camilla. Je vois qu'il y a une question aussi, peut-être des choses à partager dans le chat ou autres. Il y a une question très précise sur les vidéoprojecteurs basse consommation, si vous avez des fiches techniques. Voilà. Alors, je ne les ai pas moi, mais Sébastien, on va éventuellement pouvoir les transmettre. Alors, je ne sais pas, tu les as peut-être pas sous le coude. Sinon, notez les coordonnées du collègue intéressé et peut-être juste glisser votre mail dans ces cas-là. Et puis, nous, Bonjour, on fait oui, suivre. merci beaucoup, je vous envoie ça. Merci. Merci. Anne Bourgès, bonjour Anne, qui posait une question sur l'inertie et les aménagements intérieurs avec la possible utilisation de matériaux biosourcés. Est-ce que vous avez des expériences sur ce sujet? Nous n'avons pas évoqué cette question pour l'instant. Et le musée est assez petit est très aménagé déjà, avec une muséographie très forte. Donc, bien. Pour le moment, on n'a pas réfléchi là-dessus. Alors, si je peux me permettre, c'était surtout pour le deuxième aussi, puis le rôle de Benjamin Zimmerman justement dans ces actions, puisque vous parliez de décloisonner justement les approches. Donc, est-ce que le rôle de l'architecture peut pas être optimisé justement dans ces études-là? Je regardais spécifiquement sous les toits, par exemple, en isolant davantage, ou est-ce que c'est des choses qui seront amenées à être étudiées, parce qu'elles pourraient l'être dans ce cadre-là, justement?
Peut-être juste un mot pour ma part, ou pour la manière dont fonctionne ce programme. On essaye, avec Fiona, on essaye de s'astreindre à faire avec ce qui existe, ce qui est déjà là. Peut-être c'est quelque chose qu'on n'a pas assez dit, qui est aussi quand même assez intéressant, je pense, dans une logique un peu de sobriété carbone et financière, dans laquelle on est un peu engagé. Donc, on peut, au cours d'une discussion, on peut dire effectivement, ce serait à terme, ce serait peut-être intéressant de réfléchir à isoler tel ou tel endroit, mais c'est pas le lieu du projet d'émettre ce type de recommandations. Nous, on essaye de faire avec ce qui est là. On voit déjà pas mal d'interactions que moi, j'avais pas anticipées entre le travail qu'on fait avec les musées et les futurs programmes de rénovation. Alors peut-être plutôt sur la technique pour l'instant, mais ça pourrait évoluer sur des questions plus architecturales aussi. Mais c'est vrai qu'on essaye de dire, OK, on a ces systèmes avec leurs contraintes, leurs défauts. Il y en a beaucoup, hein, il y en a à peu près partout, quand même des complexités de techniques qui fonctionnent pas tout à fait comme ce qu'on attendait ou qui sont limitées pour telle ou telle raison. Ça a été abordé. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà avec ce qu'on a? C'est vraiment une approche que je trouve aussi très, très intéressante intellectuellement, qui nous force un peu à abandonner peut-être nos réflexes d'enfants gâtés où il y a des choses qui vont pas, on trouve des budgets et puis on fait des travaux. Voilà, on n'est plus tout à fait dans ce monde-là. Et sur certains aspects, c'est peut-être une bonne nouvelle parce que dès qu'on fait quelque chose, on émet du carbone. Ça, c'est à peu près incontournable aussi. Voilà, donc c'est vrai que ça n'a pas été tellement travaillé dans ce sens-là, mais peut-être ça fait réfléchir à des futurs programmes. Ah Euh, oui, je me permets. Ah, pardon, excuse-moi, Fiona. Non, oui, comme Benjamin dit, ce n'était pas prévu tout à fait pour ce programme, mais je peux vous dire que avec les musées avec qui j'ai travaillé dans ce programme autre part, que lorsqu'on regarde les données, et on essaie de comprendre ce qui arrive, pourquoi c'est plus chaud ici, pourquoi ça déshumidifie moins là. Évidemment, le bâtiment, l'édifice et ce qui est alentour, les arbres, la direction vis-à-vis le soleil, il y a un effet. Donc, à un moment donné, on commence à faire des recommandations et à discuter des problèmes ou des solutions par rapport au niveau de l'édifice et non seulement au niveau des systèmes, des CTA. Euh, oui. Donc, j'imagine que ça va arriver. On vient de commencer à regarder les données et à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Merci. Juste pour rebondir sur ce que disait Sébastien, Benjamin, pardon, excusez-moi, c'est faire avec ce qu'on a et finalement faire avec ce qu'on a, en fait, on a déjà parfois plus que ce qu'on imaginait. C'est-à-dire que quand on s'est mis vraiment la tête dans les CTA, en plus avec l'arrivée de Sébastien qui découvrait avec nous toute cette installation, c'était remettre un élément qui était hors service en route, en fait, tout simplement. On ne sait pas pourquoi, il y avait un élément qui ne fonctionnait pas et personne s'en était trop occupé. Ou, comme le disait Gaël, la machine avait un programme d'inoccupation, mais on n'utilisait pas ce programme. Finalement, le fait de vraiment repasser tout au peigne fin permet d'être plus efficace, sans forcément acquérir des nouveaux modules. Et si je peux ajouter, ne pas hésiter à s'appuyer sur ses prestataires. Typiquement, on a un prestataire sur site, que je ne citerai pas, avec qui je ne pensais pas pouvoir obtenir de solutions vraiment à nos questionnements. Et il s'est avéré que cette entreprise, voilà, avec le nombre de clients qui sont intéressés par cette démarche d'économie d'énergie, a créé un pôle spécifique sur Paris qui leur permet à eux de venir se connecter directement sur notre GTC
et de pouvoir faire une analyse depuis notre système pour voir si on n'aurait pas des incohérences fortes qui auraient été voilà, oubliées ou des paramétrages qui auraient été mal faits et qui aujourd'hui nous éloigneraient d'une plus grande efficience. Donc, ne pas hésiter à s'appuyer sur ses partenaires, ses prestataires, et peut-être vous obtiendrez peut-être quelque chose dont vous ignorez même l'existence. Merci beaucoup pour ces réponses. Peut-être que je continue depuis des questions. Il y en a pas mal. Et une question effectivement sur la sensibilisation, la manière de travailler avec les équipes du musée. Avez-vous rencontré des difficultés? Comment est-ce que vous les avez sensibilisées? C'est une question de Gwendoline Cortier du musée d'art moderne de Céret. Merci pour cette question. Anna, est-ce que tu veux prendre la parole? Je dirais que nous avons eu l'avantage que au sein du musée, tout le monde a eu un grand appétit de faire des changements dans ce sens de la transition écologique. Mais la difficulté, c'est plutôt si on n'a pas un technicien sur place, un collègue, mais si c'est externalisé, d'établir une conversation fluide. La difficulté, c'est plutôt ça, qu'ils comprennent que nous, on veut vraiment faire des changements et on est aussi ouvert à changer nos consignes strictes d'avant, mais qu'il y a un vrai flux des informations pour nous, je trouve ça, c'est plutôt la difficulté de mettre tout le monde autour de la table et comme Gaël a dit, par exemple, de notre prestataire, il vient, il est super, mais ça, c'est pas la même personne qui parle avec le service de la ville, donc les informations sont toujours coupées. C'était plutôt pour nous, je dirais, ça, la difficulté de sortir c'était toujours comme ça, on va le continuer de faire comme ça. Oui, Merci Anna. Oui, effectivement, pour nous, c'est un peu le même cas dans le sens où, en interne, je pense qu'on était tous convaincus déjà avant même de commencer le projet, et au contraire très contents de pouvoir enfin mettre quelque chose en place. Par contre, c'est peut-être plus compliqué, et effectivement, je pense aux prestataires qui gèrent le climat sur place, du jour au lendemain d'arriver, d'habitude on demande une norme, on demande quelque chose qui est peut-être plus simple en fait à mettre en place, et là de dire ben, on va changer, on va tester, on ne sait pas encore où on va, voilà, on va faire des tests. Ça demande, c'est pas la même démarche, et ça demande peut-être un travail différent et inhabituel. Donc la complexité, elle est peut-être là, d'arriver aussi à approcher les prestataires effectivement sur un projet en cours en fait, quelque chose qui va évoluer, dont on ne connaît pas encore complètement l'aboutissement. Merci. S'il y a d'autres musées participants dans les personnes qui nous suivent et si vous avez envie de prendre la parole, surtout n'hésitez pas, faites-moi signe, hein, vous êtes les bienvenus. La Bourse de commerce, Monsieur Blairon, merci de votre remarque qui nous fait part aussi des expérimentations qui sont menées actuellement en arrêtant totalement la CTA d'une galerie avec un système de redémarrage automatique en cas de dérive avec des gains notables. Donc on voit que effectivement, on teste plusieurs modes d'action possibles. Une question sur les capteurs. Alors je ne sais pas si est-ce que Camilla, tu veux réexpliquer comment est-ce qu'on a fait le choix des capteurs qui sont les mêmes pour tous les musées qui participent à ce projet? Oui, alors nous avons sélectionné le fournisseur qui est Gallery Reading. Il me semble aussi que Jean-Baptiste il était connecté, qui est notre fournisseur. Donc peut-être il voudra intervenir, mais donc nous avions plusieurs critères. Parmi lesquels aussi l'interface et la facilité d'utilisation de la plateforme. Après, bien sûr, ce qui a été peut-être une difficulté, c'est que chaque musée était déjà équipé avec ses propres capteurs, avec un système de suivi donc différent. Pour des raisons de cohérence de tous les programmes et de possibilité de comparaison entre différentes institutions, il a été fait le choix d'avoir une solution unique pour tous les musées. Mais bien sûr, ça a ajouté une complexité, bien sûr, pour les musées partenaires, l'effet d'utiliser plusieurs systèmes.
Merci, merci Camilla. Alors une question aussi, précise, monsieur Chasset sur, les menuiseries historiques, du château des Ducs de Bretagne. Est-ce qu'elles ont été, conservées? Alors, si je peux me permettre de répondre, donc, principalement, on est sur du simple vitrage, voire des vitraux. Donc là, on est sur des petits bouts de verre en simple vitrage de millimètres qui sont fondus dans du plomb, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Voilà. Et puis, ça a quelques petites contraintes puisque ça ne tient pas aussi bien dans les cadres en bois, donc toutes les menuiseries ne sont pas d'époque. Donc, on a des menuiseries qui sont quand même refaites, mais avec le vitrail qui reste quand même joint dedans. Et malheureusement, avec la déformation des vitraux et du bois, il arrive parfois qu'on ait quelques décellements qui laissent passer de l'air entre la menuiserie et le vitrail. Donc là, je travaille un petit peu avec une entreprise qui va venir nous faire un audit de l'ensemble de nos vitraux, voir ce qu'on peut faire pour essayer de rendre nos huisseries un tout petit peu plus étanches. Bien qu'on n'arrivera jamais sur un triple vitrage, on est conscient. Mais Il n'a jamais on a été encore quelque chose. envisagé de doubler les menuiseries et de mettre des menuiseries double vitrage intérieur en conservant les vitrages anciens à l'extérieur. La dernière restauration du monument date de la fin du XXe et tout début du XXIe siècle, puisqu'on a ouvert en 2007 et après 15 ans de très gros travaux de restauration. Donc, c'est des choix qui ont été faits à cette période-là par le conservateur des monuments historiques et l'architecte des monuments historiques. Et on ne peut pas revenir dessus parce que c'est quand même un peu antinomique, je dirais, par rapport à des... Enfin, quand on parle de climat et qu'on parle d'économie d'énergie, si on laisse des fenêtres simple vitrage avec en plus de type vitrail avec du plomb, on en est bien conscient. C'est pas forcément évident de convaincre Ah les non, ça je architectes sais. des monuments historiques. J'espère qu'il n'y en a pas qui nous écoutent aujourd'hui. On travaille très très bien avec eux et en bonne intelligence, mais c'est vrai que voilà, ils ont des contraintes, des choix à tenir. On a cette problématique par exemple pour nos agents d'accueil au rez-de-chaussée du monument pour la banque d'accueil. Il y a l'hiver, c'est juste très très difficilement supportable parce que l'air est glacé et elles n'arrivent pas à travailler dans de bonnes conditions. Donc l'idée de faire un sas intérieur intermédiaire pour pouvoir garder une température agréable au sein de l'accueil est en cours de réflexion. On a également pallié à ces questions avec des ajouts de grands rideaux thermiques dans certaines salles quand on le pouvait dans le parcours aussi, dans le discours, parce qu'il faut aussi que les visiteurs puissent voir l'architecture du monument et prendre l'ampleur du site en regardant par la fenêtre. Mais quand on le peut, on rajoute ces grands rideaux thermiques qui viennent faire déjà ce qu'ils peuvent. Et j'ajouterais, si vous me permettez, que c'est pas facile non plus d'expliquer à une collectivité qu'il faut refaire des travaux quand on a eu déjà des travaux importants conduits Tout à quelques fait. années auparavant. Tout à fait. Je suis passée un peu vite sur une question, pardon. Valérie Luquet vous demande si vous avez mis en place une observation comparative entre une salle qui contient des matériaux hygroscopiques et d'autres qui en contiennent moins, comme une salle d'expo avec des espaces très dégagés, une réserve avec un taux d'occupation en volume plus dense, des matériaux susceptibles de stabiliser l'hygrométrie, comme les arts graphiques ou des objets en bois. Je pense que c'est à l'échelle du projet, c'est certain. Au sein de vos établissements, au sein du musée Tommy Ungerer, je pense pas. À Nantes, peut-être? Est-ce que les choix d'espace sont des espaces très, différenciés de ce point de vue-là ou pas? Non, pas vraiment. En fait, ça aurait été intéressant, mais trop complexe. On avait déjà beaucoup de critères à prendre en compte pour pouvoir définir ces choix d'espace et d'objets. Donc, c'était compliqué. En réserve, les deux objets se trouvent dans une salle qui nous sert à effectuer de l'encadrement. On a énormément de papier. Donc, ça joue déjà un petit peu un rôle tampon. Mais dans les salles, on a plutôt privilégié le fait d'avoir déjà des matériaux stables, présents depuis un certain temps dans les salles et déjà habitués au climat existant, puisqu'on allait observer de près un seul objet dans la salle et donc faire des variations climatiques. On a plutôt privilégié le fait d'avoir des œuvres assez stables aux alentours. Ça aurait été trop compliqué de rajouter ce critère-là en plus pour les salles de musée.
Merci beaucoup. Alors, je vois dans le chat qu'il y a pas mal de prises de contact qui sont en train de se faire entre vous et je trouve ça super. Déjà, on coche une case de, voilà, de ce qui était visé avec ce type de projet et ce type de webinaire. Donc, c'est formidable. Je vois pas d'autres questions, mais faites-moi signe si j'en ai omise une, bien évidemment. En tout cas, voilà, on reste à votre disposition, par le biais d'Ecom France, par le biais de Camilla notamment, si vous avez, envie d'avoir plus d'informations sur ce projet. De toute façon, on se retrouvera périodiquement pour faire ces points d'étape. C'est important, pour nous, comme je le disais en introduction. Donc je ne sais pas si, je vois pas de main levée, mais n'hésitez pas non plus s'il y a un autre musée partenaire qui est là et qui a envie de prendre la parole ou, non, en tout cas, on a absolument admirablement tenu notre temps. Donc je vous remercie, beaucoup vraiment d'avoir fait part de cette première étape de travail, qui est effectivement un travail long et très engageant. Donc merci beaucoup, pour cela. On continue évidemment à rester en contact les uns avec les autres et on vous donne rendez-vous pour une prochaine édition de ce type, d'exercice et avant les résultats finaux, bien évidemment. Merci à tous, je vous souhaite une bonne après-midi et à très bientôt.